La postcolonialité, pour moi, c'est à la fois une méthode de lecture, une manière d'approcher les problèmes, une manière de penser transversale du monde. C'est briser cette ligne qui nous fait penser la Réunion, la France, simplement. C'est de redonner à l'île sa place dans le monde, dans l'océan Indien, dans sa relation avec la France. C'est-à-dire de la situer dans un réseau beaucoup plus complexe d'échanges, de contacts, de conflits. C'est aussi regarder l'histoire de la Réunion dans sa complexité, de lui redonner sa place dans l'histoire, non seulement dans sa relation avec l'histoire de la France, mais dans sa relation avec l'histoire de Madagascar, du Mozambique, de l'Inde, de la Chine, du monde musulman, de l'île Maurice, des Comores, de toutes ces îles, de tous ces pays, de toutes ces civilisations qui nous entourent et avec lesquelles nous avons eu des liens car nos ancêtres sont venus de ces terres. La postcolonialité, c'est aussi non seulement étudier par exemple l'esclavage dans son aspect de brutalité, de violence, qu'est-ce que cela a induit dans les relations entre les hommes, je veux dire d'homme à homme, entre les femmes et les hommes, qu'est-ce que cela a induit comme représentation, comme image, comme forme de langue, comme terme, qu'est-ce que cela a induit aussi comme relation au corps, à la force physique, à la danse, à la sexualité. Penser la postcolonialité, c'est aussi faire attention aux choses qui sembleraient peut-être moins importantes, comme la cuisine, l'espace domestique, le jardin, tous ces éléments de l'esthétique réunionnaise qui contribuent à l'identité réunionnaise. Et je le disais aussi de manière toujours transversale. Ne pas simplement penser la personne réunionnaise comme simplement une personne donnée. Être réunionnaise, c'est parfois, par exemple, être à la fois femme, mère de famille, malbaraise, allant à l'église catholique, ayant vécu en France métropolitaine, ayant été mariée, ayant des enfants. Tous ces niveaux font de vous être réunionnais. Il n'y a pas seulement un seul, c'est donc une constellation de choses. Et penser donc de manière postcoloniale, c'est dépasser la pensée binaire, un, l'autre. C'est voir aussi donc ces zones de contact où on est à la fois dans un monde et dans l'autre. Et être réunionnais, c'est souvent être dans plusieurs mondes, on le sait, car on négocie constamment, dépendant avec qui on parle ou dans quel lieu nous sommes à la Réunion, on négocie dans le lieu. On sait qu'on est à la fois dans le temple Malbar et avec un copain de Sainte-Suzanne et en même temps dans un autre endroit et qu'on va se déplacer pour aller à la boulangerie, pour revenir manger en famille, dans un cercle particulier, pour construire ensuite une salle verte, et tout cela en ayant emprunté ici et là des manières de faire et des manières de vivre et des manières d'être qui nous sont devenues naturelles et qui en fait ont été construites sur des emprunts et des échanges. La postcolonialité, c'est donc rendre au monde réunionnais sa richesse et sa complexité et sa place dans un réseau beaucoup plus vaste d'échanges, de contacts et de conflits que simplement dans un lien qui serait hégémonique avec la France métropolitaine. C'est aussi de repenser les liens entre la France et la colonie de manière complexe et dynamique. La France n'a pas simplement imposé des choses à la Réunion. La Réunion a appris des choses à la France. La Réunion a contribué à la démocratisation de la France. Elle a contribué que la France pense à certaines choses auxquelles la France n'avait pas pensé. Il y a eu une relation constamment dynamique. La France a autant emprunté à la Réunion que la Réunion a emprunté à la France. C'est aussi cela, penser de manière postcoloniale. La Réunion dans l'océan Indien avant la colonisation française. Pourquoi il est important d'aborder l'histoire ainsi? Pourquoi est-il important de replacer l'histoire de l'île dans l'histoire de l'océan Indien avant l'arrivée des Européens dans cet océan? Parce que cela nous permet de comprendre que tous les ancêtres des Réunionnais, qui aujourd'hui donc constituent la société réunionnaise, sont venus de cet océan de civilisation et de culture, non seulement riches, mais déjà complexes et surtout ayant déjà eu des contacts entre elles. Cela donc transforme profondément notre façon de voir. Et quand ce que nous appelons l'esclave africain, l'esclave malgache, l'engagé indien, l'engagé chinois, l'engagé mozambicain retrouve, si on aborde l'histoire ainsi, toute une complexité, toute une singularité qui s'efface quand on commence l'histoire simplement avec l'arrivée des Européens. L'océan Indien, je le répète souvent, a 5000 ans
Depuis 5000 ans, les êtres humains ont sillonné cet océan et se sont rencontrés, ont organisé des échanges culturels et commerciaux entre eux. Je le souligne alors que dans l'océan Pacifique, cela fait simplement 2000 ans, et dans l'océan Atlantique, 500. Donc on le voit, c'est un océan qui a connu depuis très très longtemps des rencontres et des échanges. Au Xe siècle, par exemple, les flottes chinoises vont venir jusque sur les rives de l'Afrique de l'Est. Quand je dis les flottes chinoises, on parle de milliers de vaisseaux qui partent emportant tous les biens, les beautés de l'Empire du Milieu, car l'empereur de Chine veut faire connaître au monde ce qu'est son empire et la grandeur et la richesse de son empire. Ces milliers de bateaux extrêmement développés, parce que les flottes chinoises étaient beaucoup plus avancées que les flottes européennes à l'époque, c'est-à-dire que sur ces flottes, on emportait à manger, à boire, on pouvait cultiver le gingembre, le soja, ce qui permettait donc aux navires de pouvoir naviguer pendant très longtemps. Ces flottes vont arriver jusqu'aux côtes africaines et rencontrer les royaumes africains, déposer donc les richesses de l'Empire du Milieu et repartir avec des cadeaux donnés par les rois africains. Et c'est ainsi que sur une des gravures chinoises du Xe siècle, on voit une girafe passer dans les rues de Pékin, devant les yeux étonnés d'une population qui n'avait jamais vu de girafe. C'était un cadeau d'un des rois. L'Empire chinois, d'ailleurs, va essayer d'organiser des écoles de langues pour apprendre les langues africaines, pour resserrer les liens commerciaux et les échanges. Les Africains visiteront la Chine. On voit donc que quand on met ainsi l'histoire dans cette longue durée, notre vision de nous-mêmes est bouleversée. Les Européens vont arriver dans un monde, je le disais, donc extrêmement développé, où il y a des villes, de très grandes villes, où vivent des gens déjà de plusieurs origines. Ainsi, à Calicut, des rives de l'océan Indien de l'Inde, vivent des Juifs, des Arméniens, des Arabes, des Indiens, et toutes ces personnes commercent entre elles. Il y a des banques, il y a des assurances, et tout ce qui est transporté à travers l'océan Indien, ce sont des biens de consommation et aussi des esclaves. Quand je dis des esclaves, cela signifie donc aussi qu'il y a des esclaves bien avant l'arrivée des Européens et une présence africaine, par exemple en Inde, bien avant l'arrivée des Européens. Ces grandes villes, ces grandes banques, ces grands échanges font dire donc à l'historien Kiri Chaudhuri, qui est un historien indien spécialiste de cette histoire de l'océan Indien, qu'il existait un capitalisme marchand extrêmement libre et extrêmement développé dans l'océan Indien. En 1498, Vasco de Gama entre dans l'océan Indien et les Européens, qui avaient entendu parler de l'océan Indien, découvrent donc ce monde, mais surtout ce monde extrêmement développé, ce commerce, ces échanges. Est-ce que les Portugais, les premiers, vont essayer d'imposer et les autres Européens ensuite, les autres impérialismes européens? C'est le monopole sur le commerce. Or, les marchands jusqu'à présent ne connaissaient pas ce monopole. Les échanges n'étaient pas nécessairement égalitaires, mais il n'y avait pas de monopole. C'est ce qu'ils vont vouloir imposer. Et les Portugais, pour faire comprendre justement leur loi du monopole, alors qu'ils arrivent à Calicut et qu'ils veulent commercer, les marchands de Calicut leur disent avec plaisir, nous allons commercer, mais nous n'allons pas accepter votre monopole. Et les Portugais font venir à ce moment-là les notables et les marchands sur leurs navires et les pendront à leur mât et tourneront le mât vers la ville pour faire comprendre donc aux habitants quelle est la nouvelle loi qui doit s'imposer. Cependant, les Européens n'arriveront jamais complètement à imposer entièrement leur hégémonie sur cet océan. Et beaucoup de commerce continuera de manière informelle ou formelle à travers l'océan Indien entre les différentes rives de cet immense océan qui relie donc plusieurs mondes. Le monde chinois, le monde de l'Asie du Sud-Est, le monde hindou, le monde musulman, le monde africain, le monde des îles, Zanzibar, Madagascar, les Comores et les îles de Sri Lanka, toutes ces îles qui sont extrêmement importantes, et ensuite, à partir du XVe siècle, l'Europe. On est donc dans une situation où 6 mondes se sont rencontrés à travers les siècles. Et quand la société réunionnaise émerge en tant que société humaine sur cette île, elle émerge donc dans cet océan qui est déjà constitué. Ce ne sont pas donc les Européens qui vont le constituer, ce n'est pas la découverte de l'océan Indien par les Européens qui fait que l'océan Indien est un espace de rencontre. Cela existait des milliers d'années avant l'Europe. Ce que cela signifie pour la Réunion, je le disais, c'est que l'on voit alors autrement l'histoire du peuplement de l'île. Je le disais, on ne peut pas dire l'esclave africain,
donne une identité totalement homogène à une personne qui a une histoire singulière. L'esclave africain. Mais l'Afrique est un immense continent. Si l'esclave vient de l'Afrique aujourd'hui dite Afrique de l'Ouest, s'il vient du nord du Mozambique, s'il vient de ce qu'aujourd'hui est le sud de la Tanzanie, s'il vient de ce qu'aujourd'hui on connaît comme étant le Zimbabwe, ou aujourd'hui ce qu'on connaît comme étant le monde zoulou, ce n'est pas la même personne. C'est une personne qui a une culture déjà, qui vit dans une société avec des échanges développés, qui a peut-être déjà été islamisée, qui a déjà peut-être été aussi en contact avec d'autres cultures. Cette personne, quand elle est capturée, elle est amenée à son port, elle est parfois restée à Madagascar avant d'arriver à La Réunion. C'est donc une personne qui arrive avec des idées sur la liberté, sur la servitude, sur ce que constitue une société humaine, sur ce que constitue une organisation sociale. Et il arrive esclave. Il est transformé en esclave. Et c'est pour ça que ces personnes peuvent opposer à l'esclavage une résistance, parce qu'elles peuvent puiser dans leurs souvenirs, dans leur mémoire, c'est tout un réservoir d'idées qu'elles opposent à ce qui se veut à ce moment-là hégémonique, l'esclavage à l'européenne. De même, quand on dit l'engagé indien, il arrivait du Tamil Nadu. Qu'était le Tamil Nadu au XVIIIe siècle, au XIXe siècle? C'était aussi une société extrêmement complexe, déjà qui avait rencontré d'autres sociétés, d'autres cultures, qui avait été traversée par les idées. Et cet engagé arrivait avec des idées, avec une philosophie, avec des croyances, avec des rituels, avec des savoirs qu'il apportait à La Réunion et qui s'ajoutaient déjà aux savoirs déjà constitués sur le sol réunionnais. Il faut donc chaque fois penser, quand on pense aux différentes périodes de notre histoire, que l'esclavage est déjà une histoire avec des personnes extrêmement riches de savoir. Il faut aussi réintroduire des différents temps, car l'esclave qui arrive en 1794 ne peut pas être le même que celui qui arrive en 1810. Les choses ont changé dans sa société, et les choses ont changé dans la société réunionnaise. De même que pour l'engagé indien, qui arrive en 1830, n'est pas le même que celui qui arrive en 1930. Les choses ont changé dans sa société, comme les choses ont changé à La Réunion. On le voit donc d'aborder l'histoire de La Réunion dans une histoire plus vaste, qui la met en réseau avec plusieurs mondes, pas seulement avec le monde français, nous donne une vision beaucoup plus riche et complexe de notre propre histoire. C'est pour cela qu'il est important de situer l'histoire de La Réunion et la culture de La Réunion dans ce réseau de l'histoire du contact de civilisation dans l'océan Indien et au-delà de l'océan Indien avec l'Europe et le monde. De le situer aussi dans cette histoire fait que les événements qui sont à La Réunion ne sont pas simplement des échos des événements de ce qui se passe en France. On le sait d'ailleurs, l'histoire réunionnaise ne peut pas être rythmée comme celle de la France. Il y a des événements en France qui n'ont pas le même impact à La Réunion qu'ils ont en France. La Commune de Paris en 1870 n'a pas le même impact à La Réunion qu'elle aura bien sûr en France. Même la Révolution de 1848, en tant que révolution que printemps des peuples pour toute l'Europe, n'aura pas le même impact. 1848, à La Réunion, c'est l'abolition de l'esclavage, d'abord et surtout. 1946 est une date extrêmement importante pour nous, qui n'a pas du tout le même impact pour la France. Nous sommes à la fois toujours dans une histoire locale, dans une histoire liée à l'histoire du pouvoir colonial, et aussi dans une histoire liée à ces régions qui nous entourent, à ces pays qui nous entourent dans l'océan Indien. Ainsi, la colonisation de Madagascar par les Français aura un impact sur La Réunion et aura un impact pour les Réunionnais eux-mêmes qui voudront alors, pour beaucoup d'entre eux, devenir les colonisateurs de Madagascar. On a une histoire donc complexe, on a une histoire aussi où ce qui se passe en Inde, c'est parce qu'il y a des impérialismes européens qui arrivent en Inde et en Chine que nous aurons des travailleurs engagés venant de ces pays. On le voit, il faut constamment situer La Réunion dans tout ce réseau, à la fois régional au sens de la grande région de l'océan Indien, de la région du sud-ouest de l'océan Indien, de ses relations avec le Mozambique, Zanzibar, les Comores, Madagascar, de ses relations avec le monde musulman, l'Inde et la Chine, et l'Asie du Sud-Est,
et de ses relations avec la France et l'Europe. Situer alors la Réunion dans l'océan Indien, dans ce monde india-océanique, avant la colonisation française et depuis, transforme notre vision et notre approche même de notre propre situation. L'arrivée des Européens. Les Européens arrivent dans l'océan Indien, je le dis, en 1498 et vont essayer de transformer. Pour ce qui est de la Réunion même, les débuts de la colonisation française se passent dans la violence. On peut parler pour la Réunion de colonisation, réellement, utiliser ce terme, et non pas conquête coloniale ou colonialisme, qui peuvent s'appliquer à Madagascar où existe déjà un peuple qui n'a pas invité la France ni aucune autre puissance européenne à venir la coloniser. Par contre, à la Réunion, il n'existe aucune population native. Il n'existe aucune population avant l'arrivée des colonisateurs. Il y a donc colonisation de la Réunion, et cette colonisation s'accompagne aussitôt d'un acte brutal et violent, puisqu'elle amène avec elle très rapidement l'esclavage. Cette société naît d'un acte extrêmement brutal et violent et qu'elle n'oubliera pas. L'esclavage, le code noir, la longue durée de l'esclavage à la Réunion, de toutes ces dizaines de milliers de personnes qui arriveront les uns après les autres et peupleront la Réunion. Il faut alors revenir aussi plus avant dans la question de l'esclavage. Ne pas s'arrêter simplement à la question du code noir, à la question des tortures, à la question des conditions de travail, mais aussi se demander pourquoi l'esclavage a plusieurs héritages. L'héritage de la souffrance, l'héritage de la violence, mais aussi, exceptionnellement, les esclaves créeront une culture, cette culture dite aujourd'hui créole, et contribueront à ce que nous appelons les processus de créolisation. Les esclaves nous ont légué plus que simplement l'histoire de l'esclavage. Les esclaves étaient des êtres humains qui nous ont légué une langue, des croyances, une musique, une littérature orale, un monde, des odeurs, des noms, tous les noms que porte aussi notre île et qui ont été légués par les esclaves. Il faut alors leur redonner toute cette complexité et leur singularité. C'était chacun un être humain qui rêvait, pensait et créait. Il faut leur redonner cette singularité car ce sont eux qui nous ont créés avec les maîtres et avec les libres, le monde où nous vivons aujourd'hui. Et il faut souligner une chose assez particulière à la Réunion, c'est que tout au long de l'esclavage, comme d'ailleurs tout au long de l'engagisme, il y aura un très fort déséquilibre entre les sexes. Pourquoi ce détail est-il important? Puisqu'il peut peut-être expliquer la violence aussi qui existe dans les relations entre les êtres humains à la Réunion. Imaginez-vous, sur certaines plantations, il y avait 4 ou 5 hommes pour une femme, en ratio. Et les femmes étaient souvent, comme l'a fait remarquer les historiens de la Réunion, l'historien Sudelfuma, libres. Et elles étaient plus souvent esclaves domestiques. Donc il y avait à la fois une hiérarchie dans le travail et une hiérarchie dans le statut. Ensuite, Sudelfuma aussi l'a souligné, les noms donnés aux femmes étaient moins péjoratifs que les noms donnés aux hommes. On le voit donc, l'esclavage est sexualisé, peut-on dire. Il est non seulement racialisé, c'est-à-dire que d'être esclave dans la société, c'est de devenir noir, quelle que soit la couleur de votre peau. C'est non seulement l'esclavage est racialisé, il est aussi sexualisé. C'est-à-dire que ce sont d'abord les hommes qui sont esclaves. Et que sur cette île, un grand nombre d'hommes de couleur, et donc racialisés, seront mis en servitude par un tout petit groupe d'hommes, dits blancs, et donc, parce que blancs, nécessairement, naturellement, libres. La liberté est aussi racialisée. Être noir, c'est être esclave. Être blanc, c'est être libre. Quel que soit votre statut économique et quel que soit votre statut social, la couleur est un statut à la Réunion. La couleur noire est une invention. Il y a un très beau texte d'un jeune prince du Ghana qui sera réduit en esclavage. La première phase de ses mémoires est celle-là, jusqu'à 10 ans, je n'étais pas noir. Car c'est au moment où il devient esclave qu'il devient noir, qu'il se découvre noir dans les yeux des maîtres et des blancs et des marchands d'esclaves. À la Réunion, l'esclavage est donc non seulement racialisé, comme je le disais, mais aussi sexualisé, puisque c'est d'abord les hommes qui seront esclaves, et il nous faut revenir sur l'héritage que cela a dans notre culture. Des milliers d'hommes soumis au fouet, à moitié nus dans les champs,
seuls, très solitaires, ne pouvant pas construire une vie familiale. C'est donc un point assez important. Et cette arrivée donc des Européens bouleverse non seulement donc l'océan Indien, et bouleverse en intensifiant l'esclavage, en prenant ces hommes à Madagascar, aux Comores et sur les côtes africaines venant de plusieurs points du continent africain pour les amener sur cette île de la Réunion, déjà et les jetant là les uns après les autres, vague après vague, car le maître ne cherchait pas à protéger sa force de travail. Il savait qu'elle était constamment renouvelable. Donc peu importe, ces personnes devenaient, comme on pourrait dire, des personnes jetables. Jetables comme vous jetez quelque chose dont vous êtes servi, dont vous n'avez plus besoin. Vous le prenez, vous en servez, vous le jetez. Parce que vous pourrez le remplacer. On a un système extrêmement violent, extrêmement brutal, dont il faut se souvenir. Un système de prédation, où la personne, l'individu devient un objet, et non seulement un objet comme le dit dans le Code noir, mais un objet vraiment au profond sens du terme. Orlando Patterson, cet historien américain, parle de la mort sociale de l'esclave. C'est-à-dire que quand l'esclave est né, il est déjà mort socialement. On ne lui autorise aucune vie sociale. La vie sociale, c'est de pouvoir avoir ses amis, construire sa vie, avoir son nom, avoir son identité. L'esclave, tout cela lui est interdit. Et pour retrouver son identité, il faut qu'il le cache. Et c'est pour ça que le monde de la nuit, il y avait un monde caché au maître qui existait. Mais ce monde n'avait pas d'existence sociale. Il n'était pas accepté socialement. Et on le sait que toute la production des esclaves, comme celle des engagés, ne sera pas acceptée socialement dans la société réunionnaise jusqu'à très récemment, on peut le dire à partir des années 1960 et 1970. Tout ce qui était les musiques, la langue, les croyances, ont longtemps été méprisés, rejetés, niés, moqués. Et c'est là aussi l'héritage de cette société profondément raciste qui était la société de la Réunion. L'arrivée des Européens, c'est aussi l'arrivée des idées malgré tout. Les idées qui étaient les idées révolutionnaires de la France et de l'Europe, les idées de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Les idées dont les esclaves et les engagés, les colonisés de la Réunion se saisiront pour les retourner contre les colonisateurs et leur dire, puisque vous dites, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, comment expliquez-vous que vous excluez de ce principe quelques-uns? Qu'est-ce que ce sauf quelques-uns? Pourquoi quelques-uns sont-ils exclus de ce principe que vous annoncez universel? Si ce principe est universel, comment son universalité peut souffrir d'une exception? Pourquoi d'un côté l'universalité et de l'autre l'exception? Pourquoi la liberté, l'égalité, la fraternité pour vous et pour nous, le manque de liberté, l'inégalité et le manque de fraternité? Vous êtes frères et nous ne serions pas vos frères. Pourquoi? Parce que nous sommes noirs, parce que nous sommes esclaves, parce que nous sommes engagés, parce que nous sommes colonisés. Alors, si nous sommes quand même humains, nous devrions être vos frères et nous devrions être vos égaux. L'humanité nous a fait égaux. Et c'est avec ce retournement que les esclaves, les engagés, les colonisés attaqueront le colonialisme français qui piétine les principes mêmes de l'universel qui pourtant, en France métropolitaine et en Europe, deviennent des règles. Les esclaves, les engagés, les colonisés comprenaient très bien ce que signifiaient ces idéaux, parce qu'ils avaient les idées eux-mêmes de la liberté. Ce ne sont pas des gens qui découvrent ce que signifie la liberté et la servitude. À La Réunion, ils savaient déjà dans leur propre société ce qu'était la liberté et la servitude, mais ils découvrent à La Réunion ce que les Européens comprennent par liberté et servitude. Ils peuvent à la fois utiliser leur savoir qui leur viennent de leur société et le savoir qu'ils découvrent à La Réunion quand les Européens à la fois prônent l'universalité de leurs lois et de leurs règles, mais l'exception pour certaines personnes. Et cette question de l'exception dans la règle, du singulier dans l'universel, de l'exception, du régime d'exception dans le régime de l'universel, sera effectivement le fer de lance pour les esclaves, les engagés, les colonisés, contre le colonialisme, le système esclavagiste. Le processus de créolisation. J'ai utilisé le terme de créolisation tout à l'heure et il faut le clarifier. Il est utilisé ici et là et assez souvent.
et c'est important de savoir comment je l'utilise. Par processus de créolisation, j'entends à la fois ce que certains anthropologues ont décrit. On peut penser évidemment à Jean Benoît pour les sociétés créoles, mais il y a aussi des anthropologues de l'Amérique latine ou des anthropologues des Caraïbes qui ont aussi essayé de décrire en fait ce que sont ces processus où des cultures extrêmement différentes entrent en contact de manière inégalitaire. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Reprenons le cas de la Réunion, ce sera plus simple. Un esclave arrive du nord de Mozambique. Il arrive à la Réunion, il est vendu, disons, sur une plantation à Sainte-Suzanne ou à Saint-Benoît ou à Saint-Pierre. Il arrive sur une plantation où il y a déjà d'autres esclaves qui, eux, sont arrivés, peut-être de Madagascar, des Comores, qui sont peut-être passés par les Seychelles ou par l'île Maurice, et qui peu à peu ont construit entre eux une langue pour se comprendre les uns avec les autres, puisqu'ils parlaient des langues différentes, une manière de négocier les choses, ils ont peut-être échangé des recettes, ils ont fini par se constituer un monde culturel dans lequel ils échangent, ils ont appris les uns aux autres les rites des uns et des autres, certains continuent, d'autres empruntent, ils ont appris les uns aux autres ce qu'ils connaissaient des plantes, ils ont constitué un savoir commun, ce qui n'empêche pas certains de continuer à suivre leurs rites ou leurs choses propres, continuer à utiliser parfois peut-être certainement leur langue, l'ourdou ici, l'hindi ici, le malgache là-bas. Ce jeune esclave donc arrive dans cette micro-société qui a déjà donc ces petites formes d'échange. Il ne sait rien, il ne sait pas échanger. Il va donc, pour pouvoir survivre, forcer à emprunter, à écouter comment font les autres, à être constamment dans un effort de traduction pour comprendre et se faire comprendre de ceux qui sont là. Et c'est cela le processus de créolisation. C'est ce processus où il y a emprunt, perte, trace, car aussi et apport, contribution, car cet esclave va aussi apporter à ces esclaves créolisés de nouvelles choses, des choses beaucoup plus récentes qui lui arrivent, et donc revivifier les rites, les croyances, la langue et les savoirs. On est donc dans un processus constamment dynamique, d'emprunt, de perte et de négociation. Tout le monde, chacun porte en lui une singularité, une histoire, une culture différente. Mais chacun veut quand même trouver un espace commun, car c'est une question de survie. On ne peut pas vivre seul, tout seul dans son coin sur la plantation. Il faut donc échanger, trouver comment se comprendre, comment effectivement pouvoir se faire passer une information, pouvoir, si le commandeur dit quelque chose, prévenir l'autre de ce qui se passe, si le maître a à dire, expliquer, tiens, cette nuit on va se retrouver pour accomplir ce rite aux ancêtres. On a besoin de cela pour survivre. Il y a donc ce processus est extrêmement important. Pour autant, il ne faut pas penser que la créolisation est la seule solution des sociétés en contact. C'est pour cela, par exemple, vous savez qu'Édouard Glissant dit que le monde entier se créolise, car le monde entier, aujourd'hui, dit-on, entre en contact à cause de la mondialisation libérale, mais tout contact de civilisation n'entraîne pas nécessairement une créolisation. Elle peut entraîner une juxtaposition des cultures, un multiculturalisme à la libérale, où chacun a son petit ghetto. Elle peut aussi entraîner une ségrégation, un apartheid, des groupes qui ne veulent rien avoir les uns avec les autres, qui ne veulent pas échanger. Le processus de créolisation est assez exceptionnel, et c'est une richesse pour la Réunion. C'est aussi la garantie de son unité, car à la Réunion, c'est la diversité qui a fait l'unité, qui a été la condition de l'unité. C'est parce que nous étions si divers que nous avons eu besoin, ensemble, de construire l'unité réunionnaise. Le processus de créolisation se poursuit aujourd'hui. Il n'a pas arrêté. Il se nourrit de tous les nouveaux apports. Et c'est en cela que la société réunionnaise peut rester ouverte. Et ce qui pourrait la menacer, c'est de se replier sur elle-même, de redevenir xénophobe ou de devenir xénophobe, d'exclure l'autre, d'intégrer pour elle-même l'idée que l'autre est une menace, est un danger. La société réunionnaise ne s'est constituée que d'apports étrangers. Aucun groupe n'est arrivé indigène natif de cette île. Nous n'avons cessé, jusqu'en 1930, il y avait encore des engagés comoriens et même après. Nous n'avons cessé. Et récemment encore des malgaches des comoriens et ce qu'on appelle les oreilles. C'est donc un processus dynamique et qui ne s'arrête pas. 1848.
Relire 1848 aujourd'hui, non pas simplement comme un historien, mais justement au regard de cette postcolonialité dont je parle, signifie revoir non seulement le moment historique, mais toutes les représentations qui s'y attachent, le discours qui est prononcé et les conséquences qu'auront ces représentations et ces discours. Qu'est-ce que j'entends par là? 1848, on le sait, en Europe, c'est le printemps des peuples, et en France, la révolution de 1848 qui amène la Seconde République. C'est le moment où s'affirme de nouveau la démocratie et la souveraineté des peuples en Europe, contre toutes les monarchies et contre toutes les tyrannies. L'abolitionnisme français était assez faible et avait été assez faible pendant de longues années si on le compare à l'abolitionnisme anglais et américain. Il était toujours resté l'objet d'une élite en France. Il y a quelques pétitions, il y a la fameuse cahier de doléances du village de Champagny en 1794, il y a eu aussi des pétitions d'ouvriers, des pétitions de féministes françaises, mais cela n'aura jamais vraiment l'éclat et la force du mouvement abolitionniste tel qu'il existe en Angleterre, ou tel qu'il existera aussi aux États-Unis, où des villes entières se prononceront contre l'esclavage. Aux États-Unis, on le sait, cela donnera lieu à une des plus sanglantes guerres civiles au monde. Cette guerre, finalement, aura fait même plus de morts que la guerre du Vietnam. En France, d'un mouvement qui reste un mouvement de l'élite, il est important de se pencher sur pourquoi l'abolitionnisme ne deviendra jamais profondément un mouvement social en France. Pourquoi la société française elle-même ne se saisira pas de cette question. En 1848, en tout cas, la Seconde République, Victor Schœlcher, on lui demande de mettre en place le décret d'abolition de l'esclavage. Victor Schœlcher, qui a été donc très tôt cet abolitionniste convaincu. Le décret est pris le 27 avril 1848, mais il faut déjà signaler la bivalence et l'ambiguïté dans laquelle se situe la Seconde République déjà. Car ce même gouvernement qui déclare l'abolition de l'esclavage déclare dans le même temps que l'Algérie doit devenir département français. Acte colonialiste d'un côté, acte d'émancipation de l'autre, et les deux sont liés d'une certaine manière parce qu'ils sont pris par le même gouvernement. Et je reviendrai là-dessus. Donc 1848 est un mouvement à la fois extrêmement libérateur et extrêmement ambigu. Ambigu aussi par le message qu'il portera. Les commissaires de la République sont nommés pour apporter le décret à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane. On le sait, la Martinique et la Guadeloupe, les esclaves n'attendront pas l'arrivée du commissaire de la République et prendront leur liberté. À la Réunion, c'est Sardar Garriga qui est nommé comme commissaire de la République et qui arrive en octobre. On lui a donné 2 mois au commissaire de la République pour mettre en place le décret. Dès qu'il arrive, Sardar Garriga se presse de rassurer les maîtres, de rassurer les Blancs, la société blanche, en leur disant que cette abolition se fera le plus tranquillement possible. Il impose aux esclaves, avant que ceux-ci soient affranchis, de prendre un contrat de travail, d'avoir un carnet de travail. Et tous sont obligés de s'inscrire dans ce contrat de travail. Et le 20 décembre 1848, quand l'abolition est proclamée, le discours de Sardar Garriga est à relire attentivement. Pourquoi? Car il le prononce sous une trilogie qui n'est pas la trilogie républicaine, égalité, liberté, fraternité, mais Dieu, famille et travail. C'est-à-dire qu'il dit aux esclaves, au moment où ceux-ci vont devenir libres, vous devez respecter Dieu, vous devez respecter la famille et vous devez respecter le travail. On voit l'écart qu'il y a avec les mots de liberté, d'égalité, de fraternité, qui étaient des mots ouverts, qui étaient des mots dont chaque esclave pouvait se saisir pour lui donner une propre signification. En 1848, l'émancipation est donc placée sous le signe de Dieu, famille et travail, une trilogie très différente de la trilogie républicaine. Et d'autre part, je l'ai dit, sur l'obligation d'avoir un contrat de travail. Et tout affranchi après le 20 décembre, arrêté et n'ayant pas son contrat de travail, n'ayant pas son carnet de travail, était mis au travail forcé, ce qu'on a appelé alors le macadam, tout simplement parce que ce sont ces affranchis condamnés au travail forcé qui construiront les routes, les fameuses routes à la Réunion, Hubert de Lille, la route des Hauts, qui construiront aussi les ports, qui construiront toute l'infrastructure moderne de la Réunion. On le voit donc, l'abolition 1848 est un moment extrêmement ambigu. Il est aussi ambigu parce que c'est aussi, quelques années plus tard,
l'abolitionnisme va servir de justification à l'impérialisme français. Ce sera une des justifications de la conquête coloniale. C'est au nom d'abolir l'esclavage que les Français vont se lancer aussi à la conquête de Madagascar, à la conquête de l'Algérie ou à la conquête d'autres pays en Afrique noire. C'est au nom d'aller sauver ces personnes mises en servitude que les Européens justifient la conquête coloniale. Par là même donc est effacée la complicité des Européens pendant 3 siècles au commerce d'êtres humains et au propre système esclavagiste qu'ils avaient institué dans leurs colonies. Certes, les Européens avaient aussi dans le même temps déployé cette idéologie abolitionniste et déployé toutes ces mesures vers l'abolition des esclaves. Mais n'oublions pas que les premiers abolitionnistes ont été les esclaves, parce que ce furent les premiers à refuser toujours cette mise en servitude. Ils l'ont refusé dès le premier moment, dès le moment de la capture, en refusant, en se laissant mourir, en se suicidant, en se révoltant sur les bateaux, en se révoltant sur les plantations ou en marronnant. Ce furent les premiers qui dirent non au système esclavagiste, qui toujours donc l'affaiblirent et qui faisaient que les maîtres et le pouvoir colonial avaient constamment besoin de réprimer, d'édicter des règles et des lois pour maintenir l'esclavage. Et l'histoire de l'esclavage, c'est aussi l'histoire de ces lois prises année après année, pas seulement le Code noir, mais toutes les autres règles qui sont édictées année après année pour essayer de briser la résistance des premiers abolitionnistes, les esclaves. Les Européens n'ont fait que suivre les abolitionnistes. Et n'oublions pas non plus le premier acte de rébellion qui va vraiment faire frémir le monde esclavagiste, l'insurrection haïtienne, qui débouchera sur l'indépendance de Haïti en 1804. C'est quelque chose qui va bouleverser le monde esclavagiste. Pendant des années après, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Caraïbes ou dans l'océan Indien, les maîtres ont peur et se souviennent de Haïti. Et vous lisez leurs mémoires, vous lisez leurs discours, ils disent tous comment éviter Haïti, comment éviter une nouvelle insurrection des esclaves. Et c'est cette peur aussi qui amènera à l'abolition. Il vaut mieux abolir l'esclavage que d'être confronté de nouveau à une insurrection victorieuse des esclaves. Et cette abolition, très souvent, chaque fois, sera accompagnée de mesures qui vont entraver la liberté. Et c'est en cela qu'elle va rester ambiguë et ambivalente et ne pourra pas être réellement un événement fondateur pour nos sociétés. C'est bien sûr un événement important, en ce sens qu'un jour, des êtres sont asservis et le lendemain, ils peuvent refuser d'être vendus, ils ne peuvent plus, ils ne sont plus esclaves, ils sont devenus citoyens. Mais elle est ambiguë, car elle entrave la liberté, en empêchant effectivement le libre choix de l'individu, en les obligeant à avoir ce carnet de travail et en les condamnant au travail forcé. Ils vont de nouveau résister les affranchis, en colonisant donc les hauts de la Réunion, en ayant ces petits lopins de terre qu'ils cultivent ensuite pour eux-mêmes. Ils seront toujours poursuivis par le pouvoir colonial qui essaiera de les empêcher de coloniser les hauts de l'île, qui les empêchera d'avoir ce petit espace de liberté, vivre peut-être misérablement, mais vivre libre. C'est donc un moment extrêmement ambivalent, car bien qu'ils deviennent citoyens, les affranchis sont interdits d'exercer ce droit de citoyenneté. Le droit de citoyenneté signifiait le droit de vote, le droit d'être élu, le droit de se constituer en association. Or, très rapidement, et on peut lire les journaux de Réunionnais de l'époque, la société blanche coloniale s'insurge contre le fait que des Noirs pourraient devenir élus. Comment, disent-ils, mais quelle honte pour la société. Et les phrases sont terribles et violentes. Comment la Réunion pourrait-elle être représentée en France par des nègres? On le voit, la citoyenneté est racialisée. En cela que non seulement déjà, pendant l'esclavage, être libre c'était être blanc, et être blanc c'était être libre, mais ensuite, être citoyen reste être blanc. C'est comme cela qu'il faut comprendre 1848, dans toute son ambiguïté et dans toute sa complexité. Et cette histoire va longtemps peser sur la société réunionnaise. Cette citoyenneté paradoxale, où on est à la fois citoyen et colonisé, puisqu'on le sait, le statut de colonie va durer jusqu'en 1946. L'oubli imposé. Pour revenir à 1848, non seulement il y a ce que je décris,
Mais il y a aussi le silence de la nation qui s'impose après 1848. Ce silence va aussi avoir de longues conséquences, des conséquences que l'on voit aujourd'hui encore pour tout le débat sur la mémoire de l'esclavage et l'inscription de cette histoire dans l'histoire nationale. L'oubli s'impose en cela que personne en France, aucun grand historien, ne va parler de la traite négrière et de l'esclavage pendant des années. Aucun des grands récits qui va construire le récit national français pendant la Troisième République, cette Troisième République qui institue l'école publique, laïque et obligatoire, l'école à laquelle tous les petits Français vont apprendre l'histoire de la France. Aucun de ces petits Français n'apprendra le nom de Toussaint Louverture, de Delgrès, de Simondef, de Dimitile, des noms aussi importants que ceux de Robespierre, de Saint-Just ou de Danton. Aucun n'apprendra les noms de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane comme société esclavagiste. Ils les apprendront comme ces colonies qui aiment la France et où la France est bonne et généreuse. On ne saura plus rien de la traite négrière et de l'esclavage. Rien, personne n'en parlera. Aucun port négrier, évidemment, n'en parlera, mais aussi aucun de ces grands textes. Dans les colonies elles-mêmes, l'oubli aussi est imposé. À l'île de la Réunion, il faut le signaler, on ne parle pas, on ne parle plus de la traite négrière et de l'esclavage. Le 20 décembre, d'ailleurs, sera fêté comme fête du travail et non fête de la liberté pendant plusieurs années. Et pendant ces fêtes du travail seront récompensés des anciens esclaves qui ont continué à rester auprès de leur maître. Ce qui est donc célébré, c'est la servitude et la perpétuation d'une loyauté à une servitude, et non pas la liberté, à la réelle liberté. L'oubli aussi dans le fait que ces 60 000 esclaves qui deviennent libres, le 20 décembre 1848, aucun ne donnera son témoignage. Personne, ni les affranchis, ni les libres, ni les abolitionnistes, ne pensera aller recueillir les témoignages de ces 60 000 personnes, de ces 60 000 femmes, enfants et hommes, qui vivront pourtant encore 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après 1848. Nous n'avons donc aucune archive directe. Aucune de ces personnes n'a pu nous dire ce que c'était que la servitude, ce que ça avait été la capture, l'exil, la déportation, la solitude et la résistance. Nous avons nous-mêmes participé à cet oubli imposé par la nation, cet oubli de la nation sur un crime qu'elle avait commis. Nous y avons aussi contribué. Il faut toujours, quand on regarde un événement de l'histoire, penser à toutes les responsabilités et à toutes les actions. À La Réunion, il y a oubli sans doute parce qu'aussi nous avons peut-être voulu oublier. Qui voulait se souvenir de l'esclavage? Qui aurait voulu se souvenir avoir été esclave? Il est normal qu'on ait voulu oublier. Mais il aurait pu être aussi normal qu'on aille recueillir le témoignage, non pas pour maintenir la personne dans ce passé, mais au contraire, pour lui dire combien ce témoignage était important pour la liberté. Si on compare avec la société aux États-Unis, par exemple, là-bas, on est allé recueillir les témoignages d'esclaves. 20, 30 ans après l'abolition de l'esclavage, on est allé même recueillir des témoignages sonores. Et on peut aujourd'hui écouter, et cela a été extrêmement émouvant, les voix des esclaves disant ce qu'a été leur vie et leur expérience de la servitude et de la liberté. Cet oubli pose la question donc de l'archive à La Réunion. L'archive coloniale, qui est une partie de l'archive nationale, et on le sait, l'archive nationale est constituée pendant la Révolution française et participe à l'identité française telle qu'elle se fait, parce que c'est là qu'on va chercher ce qui a été écrit, l'histoire de la France. L'archive coloniale est une des parts de cette archive nationale. Et cette archive coloniale à La Réunion, non seulement elle a été très mal préservée pendant très longtemps, certaines ont même été détruites, et l'indifférence envers elles, le fait qu'elles aient été négligées, ont fait que beaucoup ont été abîmées. Malgré tout, on peut retrouver là, dans les actes des notaires, dans les actes des gendarmes, dans les mémoires des maîtres, la voix des esclaves, leur vie, par les actes de résistance qui sont consignés, qui sont punis, par les quelques mots retranscrits quand ils sont au tribunal ou quand ils affrontent les maîtres. Mais l'archive à La Réunion est d'abord une archive dite immatérielle. Immatérielle en ce sens qu'elle n'existe pas donc comme texte écrit,
ou comme peut-être chose léguée en objet par des esclaves, puisque aucun objet ne subsiste de cette époque, mais elle a survécu dans la langue, dans les rituels, dans la géographie de l'île, la toponymie, le fait que tous ces lieux portent des noms d'esclaves, je disais Simandef, Dimithil, mais aussi Silaos, Salazie, enfin tous ces noms que nous connaissons, et qui sont l'archive de l'esclavage, l'archive de la résistance. Il faut reprendre la langue créole comme une archive historique, les rituels comme une archive historique, la cuisine, toutes les choses qui constituent donc la poésie, les proverbes, les devinettes. Et il faut étudier cette archive comme une archive aussi importante que les actes des notaires. Elle a autant de valeur qu'un écrit. Notre patrimoine immatériel est notre principal patrimoine. C'est là que nous puiserons, que nous irons regarder notre histoire, que nous pourrons retrouver des éléments de notre histoire. C'est aussi cela, penser de manière postcoloniale. C'est chaque fois penser à ce qui peut nous faire bouger le regard, regarder d'une autre manière, toujours penser de manière transversale, ne pas penser de haut en bas, de ce que dit l'archive sur nous, mais de ce que nous pouvons dire des archives et ce que nous disons être des archives. L'archive n'est pas seulement l'acte notarié, l'archive n'est pas simplement le rapport du gendarme ou le rapport du maître. L'archive est aussi ce que les gens, toujours aujourd'hui, disent de l'esclavage. Cette mémoire, que l'on appelle la mémoire culturelle, est une archive extrêmement importante que l'on peut alors utiliser contre l'oubli national. Et cet oubli national, je le disais, a rendu aujourd'hui même encore l'enjeu de la mémoire un enjeu contemporain, car beaucoup de Français ont oublié que la France avait été esclavagiste, qu'elle avait participé à la traite négrière. Et on a pu entendre récemment, à partir notamment de 1998, lors du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, combien les Français restaient ignorants. Ils ne comprenaient pas que des personnes se disent descendantes d'esclaves, disent qu'elles voulaient que cette histoire soit inscrite. Et pourtant, c'est l'histoire de la France. Ce n'est pas l'histoire des sociétés post-esclavagistes. C'est d'abord l'histoire de la France, car c'est d'abord la France qui a été esclavagiste et qui a fait la traite négrière. Les sociétés post-esclavagistes sont la conséquence de cette organisation et de ce système. Ce n'est pas elles qui ont institué la traite négrière et l'esclavage. Elles en sont nées, mais elles ne l'ont pas instituée. C'est donc l'histoire française. C'est l'histoire de la nation française. C'est l'histoire de l'identité française, de son imaginaire, de sa littérature, de la manière dont elle a représenté le noir, à la fois dans sa langue et à la fois dans son art. Et ce qu'elle oublie aussi, c'est ce qu'elle avait déjà de différent et de divers en elle-même. Aujourd'hui, les Français sont parfois très souvent stupéfaits devant la diversité culturelle qui s'impose dans leur propre pays. Mais dès le XVIIIe siècle, il y avait des Noirs en France. Dès le moment où il y a eu des colonies esclavagistes, il y avait de la diversité, il y avait des personnes autres sur son sol, et des personnes dans des sociétés qui étaient dès le départ des sociétés multiculturelles, pluriculturelles, plurireligieuses, plurilingues. À La Réunion, nous sommes dès le départ pluriculturels, plurilingues et plurireligieux. Nous avons donc quelque chose à apprendre, à contribuer dans le débat actuel, le grand débat sur la différence culturelle et la démocratie, sur cette question que tout le monde se pose, comment continuer à vivre ensemble, construire du commun, tout en étant différents. Cet oubli imposé participe donc d'une volonté d'oublier aussi toute cette diversité, de se reconstruire autour d'une idée de la France qui exclut d'elle-même toute cette diversité. En 1848 et après, à la fois la France abolit l'esclavage, émancipe les esclaves et se replie sur elle-même pour construire une identité nationale française qui exclut les personnes qui pourtant vivent sur un sol français, sur les colonies françaises. De 1946 à nos jours. Je l'ai dit, les esclaves comprenaient très bien ce qu'était la liberté, l'égalité et la fraternité. Et c'est aussi parce qu'il y a eu esclavage à La Réunion que l'idée d'égalité
sera l'idée la plus forte dans les luttes et les résistances. L'esclavage, c'est un système qui vous dit « Vous n'êtes pas mon égal, car vous êtes un objet, car vous êtes un noir, et donc naturellement vous serez esclave. » L'esclave répond « Je suis ton égal, car je suis un être humain. » Et cette lutte pour l'égalité, pour imposer à l'Europe et à la France l'idée vraiment de l'universalité de cet idéal, a donc informé toutes les luttes à La Réunion. Et c'est pour cela qu'en 1946, on en arrive au moment où les premières élections après la Seconde Guerre mondiale, les députés qui sont élus sont des députés porteurs de cette exigence d'égalité. Dès les années 30, la classe ouvrière réunionnaise, les petits fonctionnaires, les gens de la Ligue des droits de l'homme, des francs-maçons, participent à cette demande Réunion département français. Ils ne demandent pas une assimilation culturelle. Ce qu'ils demandent, c'est de reconnaître leur égalité. Cette égalité qui avait été promise en 1848, promesse qui n'avait pas été tenue. Ils réclament donc l'égalité. Ce n'est qu'une étape, mais ce qu'ils décrivent, les députés, Léon de Lepervenche et Raymond Vergès, après le rapporteur de cette loi qui était Aimé Césaire, le plus jeune député à ce moment-là, de l'Assemblée nationale constituante, je l'ai dit, dans les premières élections, et à la première Assemblée nationale après la Seconde Guerre mondiale, quand le régime de Vichy a été vaincu et qu'une nouvelle république est en train de se construire. Ce qu'ils décrivent, ce sont des sociétés avec une situation absolument terrible. Une mortalité infantile extrême, un état de santé et d'éducation lamentable. La colonisation française pendant 3 siècles n'avait rien accompli. Elle n'avait que renforcé les inégalités. Les enfants mouraient, les femmes mouraient en couches, le paludisme sévissait, l'éléphantiasis, les goitres. Il n'y avait pas de route, pratiquement pas d'école, rien. Pas d'hôpitaux, très peu de cliniques, un hôpital ici, une petite clinique là-bas, une école ici, une petite école là-bas. Nous étions 3 siècles après les débuts de la colonisation française, dans une situation extrêmement terrible. Il fallait donc, pour ces députés, pour vaincre le pouvoir féodal qui continuait à être imposé à La Réunion par les descendants des grands maîtres, par ceux qui avaient réussi à faire fortune avant 1848 et surtout depuis 1848, pour vaincre leur hégémonie sur le pouvoir politique et économique et culturel, avec la complicité alors d'une grande partie de l'Église catholique, il fallait que la République intervienne et impose la loi républicaine. Cette loi que la République avait tant de mal à imposer, puisqu'elle n'avait pas réussi à l'imposer en 1848, et déjà même avant en 1794, quand elle n'avait pas réussi à imposer l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, à l'île de la Réunion et à l'île de Maurice, alors Île-de-France et Île-Bourbon. Elle n'avait pas non plus imposé en 1848, elle n'avait pas forcé, rappelons-nous, elle avait indemnisé les maîtres, elle n'avait rien donné aux esclaves. En 1946, la République allait-elle enfin appliquer ses propres lois sur un territoire qu'elle disait français? C'était cela, la demande des Réunionnais, portée par leurs députés. On le sait, la France, très tôt d'ailleurs, et Aimé Césaire le souligne dans ses mémoires, une des choses qui est opposée par le gouvernement français en 1946, c'est cela va nous coûter trop cher. L'égalité des lois sociales va nous coûter trop cher. Déjà l'argument « vous nous coûtez trop cher » s'impose. Vous nous coûtez trop cher et vous ne nous apportez rien. Et très rapidement, ce discours sur les colonies, les vieilles colonies devenues départements, va s'imposer. Ces colonies ne nous ont rien apporté et elles nous coûtent de l'argent. Le rapporteur de la commission des finances va le souligner en 1946. Bien sûr, cette loi est bonne, mais il faut faire attention car elle coûterait trop cher au moment où les Français doivent reconstruire la nation. On le voit donc, ces Français de l'outre-mer ne sont pas tout à fait français, car semble-t-il les Français de la France hexagonale ont beaucoup plus besoin de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale que les Français de l'outre-mer qui, eux, après 3 siècles de colonisation, sont aussi démunis que le décrit le rapport d'Aimé Césaire. On voit donc encore une exception dans la règle générale. Paradoxalement, la droite conservatrice qui s'était opposée au statut des départements à La Réunion et dans les autres colonies va
reprendre ce mot d'ordre assez rapidement vers les années 50 pour elle-même, mais en le transformant en demande d'assimilation culturelle. Et c'est la gauche, alors autonomiste, qui va continuer à se battre pour l'égalité des lois sociales. Ce débat sur le statut entre ce qu'on a appelé à ce moment-là autonomiste et départementaliste va longtemps peser sur la manière dont on voit les choses à La Réunion, sur notre propre vocabulaire. Le mot d'autonomie va faire peur, très peur. La France va devenir la mère patrie, et même d'ailleurs, on le sait, la métropole. Car si vous relisez les journaux dans les années 50-60, on parle de la France, on ne dit pas la métropole. Ce terme de métropole va s'imposer plus tard, et aujourd'hui, nous le savons, ne pas dire la métropole et dire la France, c'est prendre une position apparemment politique, alors on peut signaler une position culturelle et géographique. Mais il faut donc voir tous ces glissements qui sont très intéressants dans le vocabulaire, dans les représentations. On le sait en 1963 quand est fêté le tricentenaire de la colonisation française. Des choses sont oubliées. La grotte des premiers Français, qui est une totale invention, est découverte. On l'appelle la grotte des premiers Français. Tout un renouvellement du discours où la Réunion n'existerait que grâce à la France. La Réunion serait française, mais française d'une manière qui nie sa propre histoire. Non pas française de manière politique, en ce sens que les Réunionnais eux-mêmes s'étaient battus pour la citoyenneté française. Les esclaves réunionnais eux-mêmes s'étaient battus pour une liberté, pour l'application de ces principes révolutionnaires. Les colonisés réunionnais s'étaient battus pour l'égalité, pour l'application de ce principe universel. Ils avaient donc tout autant de contributions à la démocratisation de la France, car ils posaient chaque fois les questions. Mais puisque vous vous dites que toutes ces lois et ces règles sont universelles, pourquoi ne s'appliquent-elles pas à nous? C'est ainsi que 1946 sera dévoyé. On assiste ensuite dans les années 60-70 à un renouveau culturel où s'affirme la langue, l'histoire, la musique de la Réunion et qui va déboucher sur un retour aussi sur tous ces moments qui ont fait l'histoire et la culture de la Réunion. Mais on le fait encore dans une opposition à la France métropolitaine. Ce qu'il faut affirmer, c'est peut-être la France encore contre la Réunion. Alors que ce que j'ai proposé dans mon premier point sur l'histoire de la Réunion, dans le grand océan Indien, est pris dans une histoire beaucoup plus mondiale, beaucoup plus mondialisée, beaucoup plus élargie géographiquement et dans le temps, montre que peut-être nous pouvons reprendre l'affirmation de la culture, de l'histoire réunionnaise dans cette aussi longue histoire. C'est-à-dire que d'affirmer une singularité réunionnaise, une identité réunionnaise, ne signifie pas s'opposer à la France, mais signifie contribuer au débat à la fois européen, au débat national et international sur la démocratie et la diversité culturelle. Nous avons constamment contribué à la démocratisation de la France, en la forçant à se poser des questions sur la servitude, sur le colonialisme. Et aujourd'hui, en lui posant la question de la diversité culturelle, nous voulons la démocratie, nous voulons la République, mais nous la voulons respectueuse de nos différences et de notre propre histoire. Être réunionnais, c'est porter en soi une histoire et une culture. Et cette culture, ce n'est pas simplement le maloya et la langue, c'est aussi d'avoir grandi avec des saisons différentes de celles de la France, avec des odeurs, des couleurs, des paysages. Être réunionnais, c'est porter en soi cette mémoire et ces souvenirs. Nous n'avons pas les mêmes que quelqu'un qui a grandi en Basse-Normandie ou dans l'Isère. Nous nous sommes réveillés avec les mangues, les litchis, les goyaviers, le carri, le rougaïmangue, les musiques, la lumière, le soleil, les cyclones, l'imaginaire du volcan, la langue créole, ses devinettes. Nous avons baigné, et c'est cela aussi qui nous a constitués en tant que Réunionnais. Et d'affirmer que nous le sommes et que nous le resterons ne signifie pas que nous ne sommes pas français, mais nous sommes français en cela que nous sommes citoyens d'une république, que nous construisons ensemble quelque chose de commun, d'un intérêt général qui ne nie pas notre propre contribution à cet intérêt général et à ce bien commun. Contribution au grand débat contemporain. Je le disais, penser la postcolonialité de la Réunion, c'est dépasser alors le débat tout simplement sur le statut,
sur le fait rattachement ou pas rattachement à la France, dépendance ou pas dépendance à la France. C'est d'affirmer la réappropriation de notre histoire, se demander comment nous allons contribuer au débat en France ou au débat dans le monde, ce que nous, Réunionnais, pouvons apporter à ces débats. Comment, quand la France se pose la question de la diversité culturelle qu'elle accueille aujourd'hui sur son sol, comment pouvons-nous l'aider à la penser, puisque nous avons été depuis toujours pluriculturels, plurireligieux et plurilingues. Comment aussi nous pouvons retisser les liens avec les civilisations d'origine, avec les pays d'où sont venus nos ancêtres. Comment nous allons repenser nos liens avec Madagascar, avec les Comores, avec le Mozambique, avec l'Inde, avec le monde musulman, avec la Chine. Au-delà de nos liens avec la France, comment, effectivement, de nouveau, repenser l'égalité de tous ces liens. Aucune des civilisations d'où nous sommes venus n'est plus importante ou plus riche que l'autre. Elles sont toutes égales, mais cette égalité doit être réintégrée. Nous devons être fiers de toute cette diversité que nous avons à La Réunion. Nous devons être aussi fiers de nos ancêtres qui sont venus de l'Inde, de nos ancêtres qui sont venus de Chine, qui sont venus de Madagascar, qui sont venus de France, qui sont venus des Comores, qui sont venus des Mozambiques, qui sont venus du monde musulman. Et c'est cela qui nous a fait réunionnais. Dans cette contribution au grand débat contemporain, ces grands débats qui, on le voit tous les jours dans les journaux, agitent le monde, nous devons être absolument sûrs de nous-mêmes, être responsables aussi de notre présent comme de notre passé et de notre futur. C'est-à-dire qu'il nous faut repenser notre propre responsabilité. Quel monde allons-nous léguer dans 50 ans, dans 70 ans? En conclusion, cette postcolonialité dont je parlais à La Réunion, c'est bien, pour nous Réunionnais, une question de réparation, de restitution et de réinterprétation. De réparation, c'est-à-dire de repencher sur l'histoire, de se réapproprier, de reprendre, d'être fier de ce qui nous a été légué et pouvoir penser ce que nous en ferons. Il faut choisir dans l'héritage, il faut savoir critiquer ce qui nous a été donné. Devons-nous être aussi fiers de la résistance des Marrons que de notre contribution à la colonisation de Madagascar? Non. Mais nous sommes dans les deux cas responsables, et dans les deux cas nous devons nous demander pourquoi nous avons participé à la colonisation de Madagascar, qui nous a rendus complices de cette colonisation, mais aussi qu'est-ce qui a fait de nous des résistants à l'esclavage. Restitution, c'est-à-dire aussi redonner aux savoirs réunionnais toute leur richesse, être fier de l'ethnomédecine, des rituels, de notre langue, être fier de ce que nous savons et de ce que nous avons, mais aussi produire des nouveaux savoirs, contribuer, voir comment nous allons être dans cette région de l'océan Indien, où des nouvelles puissances émergent, où des défis nous attendent, défis climatiques, défis démographiques, défis sanitaires, défis politiques. Nous existons sur un axe Afrique-Asie, et de là, nous circulons dans ces régions. Nous allons assister à des bouleversements et des mutations profondes dans l'océan Indien dans les années qui viennent. Comment allons-nous vivre ces mutations profondes? Comment allons-nous y contribuer et n'allons-nous pas les subir? Comment allons-nous les penser? Il faut donc réparer, restituer, mais aussi réinterpréter. Réinterpréter, c'est-à-dire voir, relire notre histoire, lui redonner du sens, la complexité, la richesse. Restituer donc dans cette réinterprétation, revoir aussi nos responsabilités, développer de nouveau ce qui est l'intérêt général de La Réunion. Qu'est-ce qui est ce bien commun, cette petite île que nous ont légué nos ancêtres et que nous léguerons aux générations futures? Qu'allons-nous en faire? Une île bétonnée, une île couverte d'automobiles, une île qui se meurt, l'économie se meurt, la délinquance peut-être augmente, où tout le monde peut replier sur lui-même, et où tout le monde a accès aux téléphones portables, biens de consommation, aux voitures. Où allons-nous revenir sur nous-mêmes, nous demander quel est le monde que nous voulons construire? Penser de manière postcoloniale, je ne dis pas que c'est une autre promesse, qui nous permettra à la fois de toujours tenir tout ensemble, un regard critique envers nous-mêmes et un regard aussi de reconnaissance envers nous-mêmes, de reconnaissance
de la richesse de notre culture, une éthique de la solidarité envers les uns envers les autres à La Réunion, envers le monde qui nous entoure. Nous ne vivrons jamais tout seuls sur La Réunion. Nous resterons traversés par tout ce qui nous vient de l'extérieur. Nous devons savoir comment le recevoir, comment trier, qu'est-ce que nous allons garder, qu'est-ce que nous allons transformer. Nous devons continuer à être ouverts au monde, continuer ce processus de créolisation. Je le disais aussi, tout ce travail, c'est de reprendre tous ces chemins, tous ces itinéraires dont sont venus nos ancêtres, de les reconstituer et de nous réouvrir pour renouer des liens avec les peuples qui nous entourent et qui nous ont enrichis et que nous enrichirons aussi de nos contributions. La postcolonialité, c'est donc une méthode de pensée, une méthode de lecture qui nous ouvre à la fois au monde et qui nous ouvre sur nous-mêmes, qui ne lit pas l'histoire en déclinaison de c'est pas ma faute, c'est seulement sa faute, qui voit le monde et qui voit notre histoire dans un réseau à la fois de signes, de responsabilités, d'échanges, de rencontres, de conflits, de tensions et bien sûr d'échanges.